Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vent froid soufflait sur Manhattan ce matin-là, vif et tranchant comme une lame d'acier. Les rayons pâles du soleil d'hiver ricochaient sur les façades vitrées des gratte-ciel, éclairant à peine les trottoirs où la vie battait son rythme effréné. Les talons claquaient, les taxis klaxonnaient, les mains gantées s'agrippaient à des gobelets brûlants de café pour ne pas geler. Et pourtant, au milieu de cette agitation urbaine, personne ne remarquait l'homme assis à l'ombre du Metropolitan Grand Hotel. Il était là, immobile, comme une statue oubliée. Ses vêtements étaient un assemblage chaotique de vestes militaires usées, de pantalons trop larges, de couvertures rapiécées. Son visage était partiellement dissimulé sous une barbe blanche et emmêlée, et son regard, fatigué mais perçant, scrutait le monde comme s'il cherchait quelque chose qu'il seul pouvait voir. Entre ses bras, serré contre sa poitrine, il tenait un vieux sac en toile râpée, taché par le temps, les rues et la mémoire. Il le gardait comme on protège un bijou ou une lettre d'amour. Pour lui, ce sac n'était pas un fardeau, mais un sanctuaire. Il contenait ses papiers, des souvenirs froissés, et un secret que personne ici ne devinait. Son nom était Elia Brox. 61 ans. Aux yeux de tous, il n'était qu'un sans-abri parmi tant d'autres, une âme errante dans la jungle bétonnée de New York. Un visage que l'on évite. Une gêne que l'on contourne. Une existence que l'on ignore pour mieux continuer la sienne. Mais Elia avait une histoire. Une histoire longue, douloureuse et brillante à la fois. Une histoire que personne ne soupçonnait, et qu'il portait chaque jour comme une armure invisible. Depuis 2 mois, chaque matin à l'aube, Elia prenait place face au Metropolitan Grand Hotel, l'un des plus luxueux établissements de Manhattan. Il s'asseyait toujours au même endroit, sur les marches latérales de marbre, à la limite de ce que la sécurité tolérait. Il observait. Il ne mendiait pas. Il ne dérangeait personne. Il attendait. Il connaissait les visages. Le groom aux cheveux gominés qui ouvrait les portes avec un sourire forcé. La dame de ménage dominicaine qui chantonnait en nettoyant les vitres. Le manager pressé au regard fuyant. Et surtout, Amber Hill, la jeune réceptionniste toujours tirée à 4 épingles, les ongles impeccables, les talons au claquant comme un métronome de mépris. Il la voyait chaque jour, descendre de son Uber noir, vérifier son maquillage dans la vitre, puis pénétrer dans le hall sans jamais jeter un regard à ce vieil homme qui était pourtant là, toujours là. Mais lui, Elia, la regardait avec attention. Non pas avec colère, ni jalousie, mais avec cette distance de ceux qui savent. Car Elia connaissait ce lieu mieux que quiconque. Il connaissait l'histoire derrière les dorures, le bois sculpté du comptoir d'accueil, les tableaux anciens accrochés dans le lobby. Il connaissait le Métropolitan Grand, parce qu'il l'avait créé. Un matin, alors que la neige fondue laissait sur les trottoirs une boue glacée, Amber arriva plus tôt que d'habitude, serrant contre elle son manteau de laine grise. Elle aperçut Elia qui se levait lentement, avec raideur, comme si chaque mouvement réveillait un souvenir. Il fit quelques pas vers elle. « Bonjour, mademoiselle. » « Je voudrais parler au directeur de l'établissement, » dit-il d'une voix calme, presque douce. Elle le regarda de haut en bas, les yeux remplis de dégoût et d'incompréhension. « Monsieur, vous êtes en train de bloquer l'entrée. »« Allez demander de la monnaie ailleurs, » lança-t-elle sèchement, sans ralentir le pas. « Je ne demande pas de monnaie, » répondit Elia sans hausser le ton. « Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Amber s'arrêta net, le regarda un instant, incrédule, puis éclata d'un rire aigu et moqueur. « Le propriétaire ? D'accord, c'est bien noté. Allez maintenant, avant que je n'appelle la sécurité. » Elle tourna les talons, son rire résonnant encore dans le hall. Elia, impassible, la regarda disparaître à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, un agent de sécurité approchait. Ron Taylor, grand, musclé, avec une voix de flic frustré. « Ayez, papi. »« T'as rien à faire ici. On veut pas de problème ce matin. » Elia le fixa un court instant, puis hocha la tête. Il recula d'un pas, puis d'un autre. Mais il ne partit pas. Pas encore. Parce que bientôt, ce bâtiment entendrait de nouveau son vrai nom. Parce qu'un jour, tous ceux qui riaient aujourd'hui apprendraient que certains hommes ne mendient pas, ils observent. Et ils reviennent. Il y a 20 ans, Elia Brox était un nom que l'on murmurait dans les plus hautes sphères de l'immobilier new-yorkais. Discret, élégant,
Et d'une humilité rare dans ce monde de requins, il incarnait la réussite patiente et enracinée. Diplômé d'Harvard Business School, fils d'un pasteur de Brooklyn et d'une infirmière jamaïcaine, il avait gravi les échelons sans jamais renier ses origines. Il n'était pas du genre à faire la une des magazines ou à collectionner les voitures de luxe. Sa richesse avait une âme, façonnée par des valeurs humaines, familiales, presque spirituelles. Il rachetait des immeubles délabrés, souvent voués à la démolition, pour leur redonner vie, tout en respectant leur histoire et leur architecture. Il disait souvent « Chaque pierre porte la mémoire de ceux qui ont vécu entre ces murs ». Le Metropolitan Grand Hôtel était son chef-d'œuvre. Un bijou du style Beaux-Arts construit en 1892, menacé de destruction pour laisser place à une tour en verre sans âme. Elia s'était battu contre les promoteurs, les politiques et même certains de ses propres conseillers. Il l'avait restauré pièce par pièce, avec des artisans d'art, allant jusqu'à faire venir du marbre d'Italie pour la réception et du bois de chêne du Tennessee pour les chambres. Le jour de la réouverture, il avait tenu la main de sa femme, Clarissa, dans le grand hall illuminé, et lui avait dit « Voilà ton cadeau pour nos 25 ans. Ce lieu portera notre nom, même si personne ne le lit. » Mais la vie, comme souvent, n'a pas de respect pour les constructions humaines, aussi belles soient-elles. Leur fils unique, Michael, un jeune homme brillant, passionné d'architecture comme son père, trouva la mort dans un accident de voiture absurde, un soir de pluie, à quelques rues de chez eux. Clarissa ne se releva jamais de cette perte. Elle s'éteignit 2 ans plus tard, dans son sommeil, le cœur brisé. Elia, quant à lui, perdit pied. Pas de cris, pas de colère. Un silence. Un repli. Il s'éloigna de ses bureaux, laissa son empire entre les mains de gestionnaires, refusa les appels, les visites, même de ses amis les plus fidèles. Il déambula sans but pendant des mois, dormant dans des motels bon marché, puis dans la rue. Il vendit presque tout, sauf une chose. Le Metropolitan Grand. Il ne pouvait pas s'en défaire. C'était le dernier lien avec sa famille, son amour, son identité. Il transféra l'acte de propriété dans un trust juridique discret, avec des clauses spécifiques empêchant toute vente sans sa signature personnelle. Il confia la gestion à une société hôtelière réputée, mais prit soin de garder le contrôle légal. Et puis, il disparut. Pour le monde, il était mort ou interné. Pour la rue, il était un autre visage perdu dans la foule. Mais en silence, dans l'ombre, Elia observait. Et ce jeudi après-midi, il décida que le temps de la solitude était terminé. Ce jour-là, le hall du Métropolitan Grand bourdonnait comme une ruche. Des valets roulaient des valises griffées, des clients sirotaient des cocktails hors de prix dans les fauteuils en velours. Au comptoir, Amber Hill, fidèle à elle-même, recevait un couple d'influenceurs avec un sourire commercial. Et soudain, la porte tourna. Ilaiche entra. Il n'était plus voûté ni hésitant. Il marchait lentement, dignement. Il portait le même manteau usé, mais ses yeux brillaient d'une intensité calme, presque souveraine. Dans sa main, son sac. Contre sa poitrine, la lettre. Amber le repéra aussitôt. Sécurité. Lança-t-elle avec agacement. Ce sans-abri revient encore. Il perturbe les clients. Ron Taylor se dirigea vers lui, d'un pas lourd et déterminé. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, Elia leva la main. « Touchez-moi, et je vous poursuis personnellement pour agression sur propriétaire privé. » La phrase, posée avec une clarté glaçante, fit s'arrêter net le garde. Un homme s'avança alors, attiré par l'attention. Costume gris clair, cravate bordeaux, silhouette nerveuse. Daniel Monroe, directeur général de l'établissement. Il reconnut immédiatement l'homme dont le nom figurait sur la mystérieuse lettre qu'il avait reçue le matin même. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Elia se tourna vers lui. « Daniel, tu ne me reconnais pas ?» Le directeur le fixa, intrigué. Puis ses traits se figèrent. « Monsieur Brooks, c'est impossible. » « Tu as reçu une lettre recommandée ce matin. Regarde l'annexe 3. Page 4. L'acte de propriété. » D'un geste fébrile, Monroe tira son téléphone de sa poche. Il ouvrit l'email officiel du cabinet juridique. L'écran s'illumina, révélant la clause, la signature, la date. Il blêmit. « C'est vous. C'est bien votre nom sur les papiers. » Ilaiche Brooks. Le silence tomba comme une chape de plomb dans le hall.
Amber recula, livide. Ron baissa les yeux. Un serveur laissa tomber un plateau. On entendait à peine le bruit des talons des clients qui ralentissaient, curieux. Y Laiche se redressa. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas exigé. Il avait simplement réaffirmé ce qui était sien. J. Suis y Laiche Brox. Propriétaire légal du Métropolitan Grand. J'ai laissé cet endroit entre vos mains pendant 20 ans. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. Il sortit alors une lettre imprimée, soigneusement protégée dans une pochette plastique. À compter d'aujourd'hui, vous êtes tous placés sous réévaluation. Je veux une liste complète des employés, leurs états de service, et les plaintes clients des 12 derniers mois. Ceux qui ont traité les clients ou les pauvres avec arrogance ou mépris seront immédiatement remerciés. Sondigard se posa sur Amber Hill. Ce lieu a été bâti avec cœur. Il retrouvera son âme. À commencer par vous, Mademoiselle Hill. Vous êtes relevée de vos fonctions. Effectif immédiatement. Amber balbutia, incapable de dire un mot. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas une punition, c'était une leçon de dignité qu'elle n'avait jamais attendue de la part de cet homme qu'elle avait humilié. Et Elia, d'une voix posée, conclut. Ce n'est pas la richesse qui définit un homme. C'est la mémoire. Et moi, je n'ai rien oublié. Dans les semaines qui suivirent, Elia Brox redonna une âme au Métropolitan Grand. L'hôtel, autrefois symbole de luxe réservé à une élite distante, devint un lieu d'humanité vivante, d'élégance enracinée dans la compassion. Elia n'était pas revenu pour reprendre le pouvoir, mais pour réparer quelque chose de plus profond que des murs, la fracture entre ceux qui ont et ceux que l'on oublie. Il commença par récupérer une aile entière de l'établissement, autrefois fermée pour rénovation et laissée à l'abandon. En quelques jours, avec l'aide de jeunes bénévoles, de charpentiers et d'anciens sans-abri qu'il avait croisés au fil de ses errances, il transforma cet espace en un programme de transition pour les personnes sans domicile fixe. Pas un refuge temporaire. Un véritable tremplin, avec des chambres propres, un espace communautaire, une petite bibliothèque, et surtout, des conseillers, des formations, des entretiens. Elia tenait à ce que chaque résident ait un nom, une porte avec une clé, et un chemin vers une nouvelle vie. Il déclara publiquement. Si un hôtel 5 étoiles ne peut pas accueillir ceux qui tombent, alors il n'a jamais été digne de ces étoiles. Dans ses recrutements, Elia fut tout aussi radical. Il écarta les CV brillants sans âme et ouvrit la porte à ceux que la société avait rayés de ses fichiers. Il fit venir des anciens vétérans, comme lui. Des hommes et femmes marqués par la guerre, le silence, la solitude. Ils furent formés avec patience, encadrés avec bienveillance. Et ils donnèrent en retour une discipline, une rigueur, mais surtout une loyauté inébranlable. L'un d'eux, un ancien sergent nommé Marcus Hale, devenu concierge de nuit, disait souvent à ses collègues. « Ici, on ne travaille pas dans un hôtel. On protège une idée. » Elia rouvrit aussi les archives du Métropolitan, ces trésors de mémoire que l'équipe précédente avait remisés dans une réserve poussiéreuse. Il fit restaurer les vieilles photos, les lettres de clients célèbres, les coupures de journaux. Sur l'un des murs du hall, il fit installer une grande fresque documentaire, au centre de laquelle trônait une photo en noir et blanc. Lui, Clarissa et Michael, souriant, coupant le ruban rouge lors de l'inauguration du Grand. Une légende fut ajoutée en lettres dorées. Ceux que nous aimons nous montrent le chemin, même après leur départ. Elia choisit de vivre dans une petite suite au dernier étage, sobre, fonctionnelle. Il y avait un lit, une table, 2 chaises et des livres. Aucune extravagance. Il refusait d'utiliser la suite présidentielle, affirmant « Je suis ici pour veiller, pas pour dominer ». Un jour, un jeune réceptionniste fraîchement embauché, intrigué par cet homme au charisme silencieux, osa lui poser une question lors d'une pause. « Monsieur Brox, pourquoi ne pas vous raser? Pourquoi ne pas vous habiller comme avant? Vous étiez un magnate, non ?» Elia le regarda un instant, puis répondit calmement, avec un sourire presque triste. « Parce que je veux qu'on me voie comme j'étais, quand j'étais invisible. Je veux que chaque client, chaque employé, chaque passant, se rappelle que la dignité humaine ne se lie pas sur une cravate. Aujourd'hui, je suis libre. Libre de n'avoir rien à prouver. Et ça, c'est la plus grande richesse que j'ai jamais possédée. » L'histoire d'Elia ne tarda pas à faire la une des journaux. Le sans-abri qui possédait l'hôtel titrait le New York Times.
Elia Brox, le retour d'un roi sans couronne, écrivait le Guardian. Des caméras affluaient. Des touristes venaient pour le voir, certains espérant le croiser dans l'ascenseur. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. On fit des vidéos, des documentaires, des portraits. Mais ceux qui le rencontraient comprenaient vite que cet homme n'avait aucun intérêt pour la célébrité. Il refusait les interviews tapageuses. Il déclinait les propositions de films. Il acceptait seulement les dialogues sincères, les conversations autour d'un café, souvent avec les jeunes employés ou les anciens résidents de l'aile de transition. Il répétait simplement « Je ne veux pas être admiré. Je veux qu'on se regarde entre êtres humains. Vraiment. » Et peu à peu, le Métropolitan Grand cessa d'être un simple hôtel de prestige. Il devint un lieu de mémoire et de changement, où les clients aisés côtoyaient des êtres en reconstruction, où l'excellence du service se mesurait non pas à la perfection mais à la chaleur humaine. Dans les couloirs de marbre, la leçon d'Elia résonne encore, chaque jour. Un costume peut impressionner, mais seul le cœur élève.